À toi, Marie-France. Bonjour, merci d'être là ce matin. On a une deuxième journée de merveilleuses discussions, conversations sur les éditions critiques multilingues. Alors, ce matin, nous entendrons Ioana Cazenave et Jean-François Vallée qui nous parleront en fait, je vais commencer par les présenter un à un, en fait. Donc, nous allons débuter par Ioana Cazenave, qui est maître de conférence à l'Université de Lille depuis 2018 dans le département de sciences de l'information et du document, et elle est rattachée au laboratoire Jéricho. Diplômée de l'École nationale des chartes à Paris et de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Elle a obtenu en 2016 un doctorat en co-tutelle en littérature médiévale et en sciences de l'information qui portait sur la transposition numérique de l'édition critique. Ses recherches portent sur l'épistémologie de l'édition critique numérique, sur la philologie numérique, l'organisation des connaissances et les humanités numériques. Alors, le titre de sa présentation aujourd'hui, c'est Les fables ésopiques médiévales entre traduction et réécriture successive, question d'édition en diachronie. Alors, à vous, voilà. Merci beaucoup. Alors, je partage d'abord mon écran. Peut-être, j'ajoute une dernière chose. Si vous voulez poser des questions, on va écouter d'abord chaque présentation et prendre les questions à la suite des présentations individuelles. Et si vous avez des idées en tête de questions, vous pouvez aisément les écrire dans le clavardage de Zoom, puis on les prendra à la fin de la présentation. Et comme ça, vous ne perdrez pas le fil de vos idées. C'est à vous de choisir. Merci. Alors, merci Marie-France pour cette présentation. Bonjour à tous et merci à Michael Sinatra et à Joyce Borough pour l'organisation de ces deux journées auxquelles je suis très heureuse de participer. Alors, puisque la thématique de ce colloque est celle des éditions multilingues, j'ai choisi pour ma part de traiter d'un type de texte qui porte en lui la question du multilinguisme. Il s'agit des fables ésopiques et je vais m'intéresser plus particulièrement à leur tradition médiévale. Ces fables sont donc dérivées de celles d'Ésope et ont été largement diffusées au Moyen Âge au moyen d'une longue chaîne d'adaptations, de traductions et de remaniements successifs. Je me concentre pour ma part sur la tradition française de ces fables, qui à elle seule est déjà foisonnante et qui représente bien entendu une tradition linguistique parmi d'autres, puisque ces fables ont été adaptées dès le Moyen Âge dans un grand nombre de langues vernaculaires. C'est donc la question plus particulière de la traduction qui m'intéresse, du traitement qui en est fait dans l'édition critique et des analyses auxquelles elle peut donner lieu dans la perspective d'une édition diachronique de ces fables. Et dès lors qu'on entreprend une édition critique de ces fables médiévales, la question de la traduction se pose doublement. Tout d'abord de manière interne au texte médiéval, puisque ces fables en ancien et en moyen français sont elles-mêmes des adaptations de fables latines. Alors cela pose déjà plusieurs questions. Quel lien les fables médiévales entretiennent-elles avec leur texte source? Comment est-ce qu'on peut caractériser ces traductions entre adaptation, remaniement, réécriture? Et est-ce qu'elles font l'objet d'un traitement critique particulier de la part du philologue? Ça, c'est donc la question de la traduction interne au texte médiéval. Puis, dans l'édition elle-même, se pose également la question de la traduction, mais il s'agit alors de la traduction dirigée vers le lecteur contemporain de l'édition critique. Le philologue qui prépare son édition critique se trouve face à un texte source, la fable médiévale, et va produire lui-même un nouveau texte cible, l'édition critique de ce texte, qu'il peut, ou pas d'ailleurs, en fonction de ses choix, accompagner d'une traduction. Il existe en la matière des pratiques variées que nous allons aborder. Je vais donc commencer par vous présenter la tradition des fables ésopiques médiévales en français, puis j'aborderai la problématique du traitement de la traduction dans l'édition critique de ces fables, et je vais terminer avec quelques remarques sur l'édition numérique d'un de ces recueils, qui peut être un point de départ de réflexion sur une édition en diachronie de ces fables.
Commençons donc par la tradition ésopique médiévale. Comme je vous le disais, le modèle antique d'Ésope a fait l'objet de nombreuses adaptations successives. Et au Moyen Âge, les fables ésopiques ont été transmises au moyen de deux branches distinctes, l'une que l'on appelle le Romulus et l'autre l'Avianus. Ces deux recueils, le Romulus et l'Avianus, sont eux-mêmes des adaptations non pas directement des fables d'Ésope, mais de deux grands fabulistes du 1er siècle après Jésus-Christ qui se sont inspirés d'Ésope. Phèdre, d'un côté, qui a composé une centaine de fables en prose latine, et Babrius, de l'autre, qui pour sa part a rédigé les siennes en grec. Au 5e siècle, donc, le Romulus propose une adaptation paraphrasée de Phèdre et l'Avianus réinterprète les fables de Babrius en les traduisant en latin. Ces deux recueils, qui portent les noms des auteurs qu'on leur attribue, vont constituer le socle de la tradition médiévale, et c'est particulièrement le cas du Romulus, auquel remonte la grande majorité des recueils de fables du Moyen Âge. Alors, si l'on prend la branche du Romulus, on observe des premières adaptations en latin qui vont elles-mêmes faire l'objet de traductions et de remaniements en langue vernaculaire. La première adaptation a lieu avant le Xe siècle, probablement au IXe siècle, d'après les dernières analyses de Baptiste Laïde. C'est une adaptation en prose que l'on nomme le Romulus dit de Nilan. Il s'agit d'un recueil scolaire qui va être en partie à l'origine des fables de Marie de France, auteure que vous connaissez sans doute pour ses célèbres laits. Elle a aussi écrit des fables à la fin du XIIe siècle, et une partie d'entre elles remonte à ce Romulus de Nilan. Au XIIe siècle, on a également deux adaptations latines du Romulus, en vers cette fois. L'une, c'est le Novus Aesopus d'Alexandre Nécam, autre recueil scolaire qui a donné lieu à deux réécritures en francien, l'Isopée de Chartres à la fin du XIIIe siècle et l'Isopée II de Paris à la fin du XIIIe, début XIVe siècle. Isopée signifiant petit Ésope en ancien français. L'autre adaptation latine du Romulus est celle de l'Anonyme de Névelay. C'est encore un recueil scolaire. Les fables étaient couramment utilisées comme support d'apprentissage du latin et elles étaient également convoquées dans l'initiation à la rhétorique. Ce recueil-ci a bénéficié d'une très large diffusion dans toute l'Europe et aujourd'hui encore, on compte près de 200 manuscrits conservés dans les bibliothèques qui proposent une version de ce texte. L'Anonyme de Névelay a été traduit dans de nombreuses langues, a fait l'objet de deux adaptations en français. L'Isopée de Lyon au XIIIe siècle et l'Isopée I Avionnet, que l'on date de la fin du XIIIe, début XIVe siècle. On a au XIIIe siècle encore deux adaptations latines en prose du Romulus, que je n'ai pas fait figurer dans ce schéma déjà assez fourni. En revanche, j'en fais figurer une dernière qui date du XVe siècle et qui est une adaptation en vers. Il s'agit de l'Aesopus de Heinrich Steinhövel, qui constitue une vaste compilation de fables latines accompagnées de leur traduction en allemand. Et ce recueil a été adapté quelques années plus tard en français et en prose par Julien Machaut. Voilà donc à grands traits fortement schématisé la tradition romuléenne française. Et du côté de l'Avianus, on a une tradition un peu moins foisonnante, mais qui a connu également un très grand succès à l'époque médiévale, en particulier jusqu'au XIIIe siècle, avant d'être supplantée, notamment dans le milieu scolaire, par la tradition romuléenne. Pour l'Avianus, on observe des adaptations directement composées en français. Au XIIe siècle, on a l'Avionnet de York. Au XIIIe siècle, l'Avionnet du soi-disant Isopée Avionnet de Milan, ainsi que deux fables insérées dans l'Isopée de Chartres, dont on a déjà parlé. À la fin du XIIIe, début XIVe siècle, l'Isopée I Avionnet propose une compilation entre les fables issues de la tradition romuléenne et les fables issues de l'Avianus. On compte dans ce recueil 18 fables qui constituent la partie de l'Avionnet. Et enfin, au XVe siècle, une partie des fables proposées par Julien Machaut
sont adaptés de l'Avianus. Alors, dans toute cette tradition ésopique, la question de la traduction est centrale. Et au-delà de ça, c'est bien évidemment la question du rapport de chaque nouveau texte produit à son recueil source ou à ses recueils sources qui est posée. Depuis quelques années déjà, la traduction médiévale constitue un domaine de recherche très actif. Je pense notamment aux nombreuses études qui se sont développées autour du projet Transmédie, aux analyses de Claude Buridan et pour les isopés médiévaux, aux études menées par Jeanne-Marie Boivin. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'acte de traduction est constitutif de la littérature médiévale. Et la difficulté, justement, c'est que la frontière est très ténue et difficile à appréhender entre traduction, adaptation et remaniement. On se trouve face à un large éventail de possibilités qui est accentué par le fait que les pratiques évoluent nécessairement dans ce temps long qu'est le Moyen-Âge. Claude Buridan parle de la distance focale avec le texte source comme élément matrice d'appréciation de la traduction, entre d'un côté du spectre les traductions littérales, traductions vers le texte, et de l'autre côté du spectre les traductions larges, dirigées vers le lecteur, que certains appellent aussi les traductions dynamiques. Et on est également face à une conception médiévale de la traduction qui est forcément éloignée de la nôtre. Je vous mets à l'écran une citation d'un philologue romaniste, Jacques Monfrein, qui explicite bien les caractéristiques de cette translation médiévale. L'idée que les écrivains du Moyen-Âge se sont fait de la tâche de traducteur est assez différente de celle qui a prévalu plus tard. Le souci historique et philologique de laisser ou de retrouver l'œuvre d'un auteur sous la forme exacte que celui-ci avait voulu lui donner était souvent remplacé par l'idée que tout écrit est perfectible et que du moment qu'on le transcrivait ou qu'on le traduisait, il n'y avait aucune raison pour ne pas le modifier ou l'améliorer en combinant parfois le texte avec celui d'un autre ouvrage. De là, des modifications sans nombre apportées aux textes originaux. Les traductions des textes médiévaux, et c'est particulièrement le cas des fables médiévales, sont des adaptations. Alors souvent, il est intéressant d'observer les prologues et les épilogues des textes dans lesquels les traducteurs donnent des indications quant à leur pratique d'écriture, leur pratique de traduction. Ils présentent la conception qu'ils ont du texte et de leur travail. On est dans une logique de transmission du texte, transmission du savoir et même transmission d'une forme de sagesse moralisée dans le cas des fables. Le travail du traducteur est un mélange entre une part d'inventivité, de constantes références aux œuvres sources qui fonctionnent comme des garanties, et en même temps un jeu avec cette auctoritas qui est destinée à être dépassée. Mais les remaniements auxquels le traducteur s'adonne ont toujours pour lui une fonction précise. Et pour les isopés, nous avons quelques caractéristiques à prendre en compte, en particulier le milieu de production et le public cible des recueils médiévaux. Le milieu de production, dans le cas des fables médiévales, est fortement lié au milieu scolaire. J'ai employé à plusieurs reprises le terme de recueil scolaire lorsque je vous présentais la tradition ésopique médiévale, parce que c'est assurément une caractéristique forte des isopés médiévaux et qui a une incidence sur les modalités de traduction et d'adaptation des textes. Plusieurs des traducteurs étaient des professeurs qui produisaient de nouveaux recueils à destination de leurs élèves. Et plus on avance dans le Moyen-Âge, plus on se détache de ce milieu scolaire, notamment dans le cas des recueils bilingues. Ensuite, le public cible auquel était destiné le recueil de fables a une importance certaine sur les modalités de traduction. Au-delà du public scolaire et étudiant, les fables étaient destinées à un public plus large, un public de laïcs notamment, qui ne maîtrisait pas forcément très bien le latin, et certains isopés ont été aussi remaniés pour un public féminin. C'est le cas notamment de l'isopé 1 Avionnet, qui dans sa seconde rédaction était destiné à la reine Jeanne de Bourgogne, ce qui explique certains remaniements, notamment une amplification importante des morales. On était là dans la question de la
traduction interne au texte médiéval. Et en ce qui concerne la traduction dirigée vers le lecteur de l'édition critique, il s'agit d'un travail tendu vers le lecteur contemporain qui, de fait, est destiné à répondre à son horizon d'attente. Alors, qu'attend justement un lecteur contemporain? Il existe tout un courant de pensée qui considère qu'il n'est pas besoin de traduire les textes médiévaux en français moderne, puisque les éditions critiques de ces textes sont essentiellement lues par un public de spécialistes, étudiants et chercheurs dans le domaine. Pour autant, aujourd'hui, la majorité des éditions critiques sont accompagnées d'une traduction et on observe un réel effort éditorial dans les collections d'éditions critiques de textes médiévaux pour accompagner les éditions de traductions véritablement adressées à un public contemporain. Une étude a été menée récemment par Jean-Jacques Vincenzini sur la traduction du français médiéval dans les éditions, et sur un corpus de 40 éditions qu'il a étudiées, 39 sont accompagnées d'une traduction. Il me semble qu'à notre époque, où les études en sciences humaines attirent peut-être moins d'étudiants qu'autrefois, il est judicieux de tenter un élargissement du public cible. Et les éditions numériques sont justement l'occasion d'élargir le public. Dès lors qu'elles sont en libre accès et agrémentées des images numériques des manuscrits, sans aucun doute, ça peut attirer l'œil d'un public curieux mais non spécialiste. La traduction des textes en français moderne devient alors un enjeu fondamental pour la réception de l'édition critique. Une fois qu'on décide d'accompagner l'édition critique d'une traduction moderne, il faut encore se décider sur les modalités de cette traduction. Là aussi, les pratiques divergent. Claude Buridan, dans une de ses études sur la traduction médiévale, propose justement un classement des différents types de traductions intralinguales de l'ancien français au français moderne que l'on retrouve dans les éditions critiques. Les degrés de différenciation sont nombreux et on parvient à un éventail de nuances très intéressant entre ce qu'il appelle traduction mimétique, traduction modernisante, traduction restauration ou encore traduction recréation, pour donner quelques exemples. Si on devait simplifier, on pourrait dire que se dessinent deux lignes de force entre lesquelles on observe évidemment un très large panel de nuances possibles, mais ces deux lignes de force sont d'un côté la traduction littérale, la plus proche possible du texte source, et de l'autre côté la traduction littéraire, qui admet pour sa part des libertés de reformulation et de réécriture. Attaché à cette question de la traduction, il y a un dernier élément que j'annonce ici et dont je vais parler très bientôt. Il s'agit de la notion de grammaire de la mise en page, qui a été proposée par Geneviève Aznor pour étudier, dans les manuscrits bilingues en particulier, la différence de traitement éditorial qui peut exister entre les textes des différentes langues, qui serait révélateur d'une hiérarchie entre les langues. Je vais y revenir très bientôt. J'en viens donc à présent à la dernière partie de mon intervention. Je vais évoquer très rapidement un des recueils de fables médiévales, l'Isopéen avionné, sur lequel j'ai commencé à travailler lors de mon doctorat et dont l'édition numérique peut être l'occasion justement de réfléchir aux modalités d'une édition diachronique des fables ésopiques. Ce recueil de l'Isopéen avionné a été élaboré entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, et il a ceci de particulier qu'il est lui-même bilingue, puisqu'il présente à la fois le texte source latin et sa traduction en français. Si l'on revient sur le schéma de la tradition ésopique médiévale que l'on a vu ensemble précédemment, on se rend compte que ce recueil hérite des deux branches ésopiques, à la fois le Romulus et l'Avianus. Il comporte 64 fables romuléennes et 18 fables adaptées de l'Avianus. Il s'agit donc d'une compilation entre plusieurs recueils sources. C'est un fait assez rare à l'époque pour être souligné. Alors en réalité, la situation de ce recueil est un petit peu plus complexe. Sur les 6 manuscrits conservés actuellement, 3 présentent uniquement le texte français et 3 présentent les fables sous forme bilingue dans une version qui a été remaniée par un second rédacteur que j'ai déjà évoqué,
puisqu'il s'agit de la rédaction destinée à la reine Jeanne de Bourgogne. Je vous mets à l'écran une fable de l'Isopéen avionné telle qu'elle se présente dans un des manuscrits bilingues de ce recueil conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. Je reviens sur la question de la grammaire de la mise en page. Existe-t-il là une hiérarchie entre les langues? Dans le cas de l'Isopéen avionné, on n'observe pas de différenciation formelle entre le texte latin et le texte français. Comme vous pouvez le voir, une rubrique rouge marque les titres latins comme français. Une initiale peinte amorce chaque fable et elle est toujours de 2 lignes de réglure. On reconnaît la forme caractéristique de la fable qui lui a été donnée par le cadre didactique de l'école, un titre duel, un récit et une morale disposée à la fin de la fable. L'édition numérique de ce recueil, sur laquelle je suis en train de travailler, est l'occasion d'exploiter au mieux les éléments d'intertextualité dans les fables, en essayant de proposer pour le lecteur des instruments d'analyse des références intertextuelles, notamment par le biais d'un répertoire interactif des citations, et il serait également possible de renouveler l'approche des modes d'intertextualité propres aux fables ésopiques en se concentrant sur les rapports que les recueils de fables entretiennent entre eux. Et dans cette perspective, on pourrait proposer justement une lecture diachronique des fables, alors pas nécessairement pour l'ensemble du recueil, mais peut-être pour les fables qui ont connu un succès important à travers les siècles. Pour le lecteur, l'intérêt d'une disposition diachronique d'une fable me semble double. D'une part, si on parcourt les différentes réécritures d'un motif ésopique initial, on peut observer l'évolution du traitement littéraire de ce motif dans l'histoire littéraire. Et d'autre part, cette disposition diachronique peut accompagner le chercheur dans une analyse littéraire et critique plus spécifique. Par exemple, si l'on propose de mettre en parallèle une partie spécifique du texte, un récit, une morale d'une fable particulière, telle qu'elle est traitée dans les différents recueils, ce serait pour le chercheur un moyen commode de confronter et de comparer les versions successives auxquelles ont donné lieu les apologues initiaux. Alors bien évidemment, les modalités d'un tel parcours de lecture seraient à définir. Cela demande de statuer sur 2 points notamment. D'abord l'étendue chronologique mais aussi linguistique du parcours de lecture et le statut éditorial des textes qui y seraient présentés. Concernant l'étendue du parcours de lecture, il faut décider des recueils de fables à intégrer. Faut-il se concentrer sur les fables ésopiques françaises ou bien faut-il également y associer les fables latines qui les ont précédées? Faut-il se limiter au Moyen-Âge ou bien aller au-delà, jusqu'à La Fontaine, même Florian, ou plus loin encore, jusque Giraudoux, Queneau et Anouilh? Et si l'on met en place ce type de documentation, l'autre interrogation d'importance qui se pose est celle du statut éditorial et juridique des textes présentés. 2 possibilités se présentent aux éditeurs. Soit l'éditeur décide d'établir lui-même l'édition critique de ces fables pour tous les recueils concernés, ou bien il peut également décider de reprendre des éditions critiques déjà disponibles, sachant que là interviennent d'autres questions d'accès au texte et des questions de droit d'auteur. Voilà donc quelques-unes des interrogations qui se posent dans la perspective d'une édition diachronique des fables ésopiques, et c'est un projet qui fera l'objet d'une réalisation prochaine. Je vous remercie.